Bonjour tout le monde, bienvenue au 6e épisode du podcast La science des sciences. Cette semaine, nous aborderons le thème du monde végétal. Notre première invitée, Zoé Joly-Lopez, est professeure en génomique des plantes à l'UQAM. Elle est membre de la chaire de recherche du Canada en évolution de l'ADN non codant et est membre du regroupement stratégique sur l'étude du végétal. Notre deuxième invité, Jacques Brisson, est professeur de biologie à l'Université de Montréal et membre de l'Institut de recherche en biologie végétale. Il a aussi fondé la Société québécoise de phytotechnologie, qui va inclure le public général, des étudiants, des scientifiques, des élus et des professionnels. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, re-bienvenue, bon retour des vacances. Tout d'abord, bienvenue à mes invités. Vous aussi, vous êtes en retour des vacances. J'espère que ça se passe bien. Début de la session d'hiver. Ça se passe bien, oui. Effectivement, les cours ont commencé, les étudiants sont de retour, ça fait du bien. Ouais. Ah oui, moi j'enseigne pas cette session-ci, je suis en rédaction, mais j'apprécie le retour, puis l'activité d'hiver est aussi assez agréable. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous parler de vos sujets d'études qui connectent à travers nos amis les plantes, qu'on cohabite avec eux un peu partout. Tout d'abord, présenter un peu vos recherches, mais plus spécifiquement vos méthodes. On va commencer par ici. Bon, donc, mon Dieu. Alors, c'est un peu difficile de commencer à savoir sur quoi est-ce qu'on travaille. Dans l'ensemble, moi, ce qui m'intéresse depuis toujours pour les plantes, c'est savoir d'où elles viennent puis comment ça fonctionne. Donc, particulièrement au niveau du génome. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la composition de ce qui se retrouve dans un génome de plantes puis comprendre son évolution. Donc, depuis mon doctorat, je me suis intéressée particulièrement à l'ADN non codant. Donc, finalement, la partie qui ne code pas pour des protéines. Donc, l'ADN qui ne code pas pour des protéines et qui sert finalement à amener une complexité et aussi à aider la plante à pouvoir s'adapter, donc à réagir à différents stress environnementaux, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, dans mon labo, on travaille beaucoup avec des outils comme on étudie le génome, on travaille avec des outils de génomique. Donc, on essaie de regarder l'ensemble de l'ADN de la plante pour essayer de caractériser les différents éléments, puis aussi de pouvoir faire des prédictions. Donc, voir comment est-ce que le génome pourrait s'adapter à des stress environnementaux, puis comment on pourrait, par exemple, sélectionner des espèces qui pourraient peut-être être plus propices à endurer certains stress. Puis on rentre dans le génie génétique, mais ça va peut-être revenir plus tard aussi. Ah oui, très certainement. Surtout que c'est un sujet de l'heure, qui est le changement climatique, de mieux adapter surtout tout ce qui est agriculture. Exact, oui. Moi-même, dans mes recherches au Japon avec les agriculteurs, c'est un sujet très important pour le riz. C'est mon modèle d'étude, donc je suis sûr qu'on va Et ici? Moi, je suis écologiste de la végétation. Le système que j'étudie particulièrement, c'est les milieux humides. Les milieux humides, c'est un système qui est très intéressant parce qu'il est très riche en biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces qui l'utilisent comme habitat, beaucoup de diversité végétale, mais il y a beaucoup d'animaux aussi qui utilisent le milieu humide. Et c'est un écosystème qui nous rend de grands services, parce que à la fois, il aide à gérer la quantité d'eau, il va retenir le surplus d'eau quand il y a des grandes précipitations, donc peut-être en réduisant les risques d'inondation. Il va libérer aussi plus lentement par la suite, donc il sert un peu de réservoir, puis donc nous aider quand c'est plus sec. Mais aussi, on connaît les milieux humides comme pour leur grande capacité à épurer l'eau. On sait qu'on remarque que quand il y a une eau polluée qui entre dans un milieu humide et qui séjourne, bien, à sa sortie, l'eau est partiellement épurée. Fait que ça, c'est des choses que moi, j'étudie. Donc ça, c'est au niveau un peu plus fondamental, mais au niveau, il y a des applications, parce qu'ensuite, on peut utiliser des milieux humides artificiels pour comme usine de traitement d'eau. Donc, on s'inspire de milieux humides naturels, puis ensuite, on peut construire une enceinte pour se servir de cette enceinte-là pour construire un marais filtrant, puis l'utiliser comme une usine d'épuration. Donc, c'est l'utilisation des plantes pour améliorer l'environnement. Et donc, ça aussi, c'est moi. Donc, mon sujet d'étude, c'est ça, l'épuration de l'eau.
Les milieux humides aussi sont très sujets à l'invasion des plantes invasives. Donc, j'ai aussi une certaine partie de mes travaux qui traitent des plantes invasives, pourquoi elles sont invasives, comment essayer de rendre les milieux plus résistants à l'invasion. Puis aussi de façon plus globale, les marais filtrants, c'est une sorte de phytotechnologie. Donc, c'est une application. On utilise des plantes pour améliorer l'environnement. Donc, le marais filtrant, il fait ça. Mais il y a d'autres phytotechnologies comme les toits verts, les toits végétalisés, comme les systèmes de gestion des eaux pluviales en ville. Il y en a de plus en plus à Montréal, comme les haies brise-vent. Donc, ça, en général, ce sont des phytotechnologies. La phytorémédiation des sols pollués aussi, l'utilisation des plantes pour épurer les sols pollués. Donc, il y a une certaine partie de mes travaux aussi qui vont dans un sens plus large en phytotechnologie. Donc, vous utilisez tous les deux les plantes, mais vraiment à un niveau différent. Complètement. Un qui doit l'observer avec une distance et l'autre utiliser même des outils pour observer ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Comment vous voyez... Est-ce que vous connaissiez préalablement? Non, moi j'avais entendu de nom dans le sens de réputation aussi et tout, mais parce que moi je suis je présume un peu plus nouvelle dans le corps professoral, mais oui, c'est sûr qu'on entend parler des travaux aussi. Mais ceci étant dit, je peux très bien utiliser son expertise en phytotechnologie. Exact. Il y a des liens à faire parce que, par exemple, un marais filtrant, c'est pas juste les plantes, il y a toutes sortes de mécanismes biochimiques dans le sol du marais qui font en sorte qu'il y a de l'épuration. Donc, il y a des aspects de microbiologie, il y a des aspects de chimie, il y a des aspects génétiques aussi. Est-ce qu'on peut améliorer les plantes pour les rendre plus efficaces? Donc, il y a toutes sortes d'interactions avec toutes sortes de champs d'études. Phytorémédiation, la réponse qu'est-ce qui se passe, quel gène peut aider à peut-être faire que ça absorbe plus, briser des composants, oui, absolument. Absolument. Donc, on va peut-être collaborer après cette émission-là, on sait jamais. Avec plaisir. on part déjà un projet de recherche ici. Mais c'est vrai, vous êtes complémentaires. Et je vous entends parler, et tous les deux, ce sont des sujets d'actualité. On peut parler des écosystèmes, des milieux humides qui se font maintenant raser pour des industries. On en a un au Québec récemment qui a fait les nouvelles. Quand on voit ça arriver continuellement dans les médias, tel milieu humide détruit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sonne de... pas le fun? Je vais le dire comme ça. Bien, évidemment, c'est toujours une bataille à long terme, les aspects de conservation, des milieux humides. J'ai parlé qu'ils sont vulnérables à l'invasion des plantes envahissantes, mais sont aussi très vulnérables à l'action humaine. Puis, sur la planète, la moitié des milieux humides originaux sont disparus. Déjà, on en a perdu beaucoup. C'est sûr qu'on pourrait être découragé parce qu'on voit qu'il y a toujours... des nouveaux sites, des milieux humides disparus. Mais moi, je suis plutôt optimiste dans le sens où je pense que la population en général est de plus en plus consciente de cette valeur-là. Il y a de plus en plus de pression pour les protéger. Puis il y a des efforts qui sont faits, il y a des lois qui sont faites, qui ne sont pas toujours appliquées comme on le voudrait. Mais donc oui, il faut être toujours conscient de ce qui se passe, il faut regarder, il faut faire de la pression. Mais je suis plutôt optimiste, là. Oui, avec vous deux, déjà, là, on est bien équipés. Mais il y a une question sur la question génétique et surtout la question de diversité génétique au niveau des plantes. Donc, chez les mammifères, je m'y connais un peu plus, il y a une certaine diversité, mais ça, on peut facilement les identifier, les animaux. Maintenant, la connaissance sur l'identification des plantes, sur la diversité des plantes, peut-être un peu moins connue. Bon, les populations autochtones, vous bien les connaître au Québec, mais... Par exemple, au Québec, c'est quoi environ la diversité qu'on a de plantes? Oh mon Dieu. C'est une bonne question. Je dois admettre que mon expertise en termes de plantes que j'ai utilisées pour ma recherche était moins cultivée au Québec, dans le sens que je travaille davantage sur le riz et le coton, donc on n'est pas des grands on peut prendre ces exemples ici. On prend ces variétés-là, oui. Sachez pour le riz, il y en a beaucoup. Le riz, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Bien, ce qu'on retrouve généralement, puis c'est là que vient un peu peut-être la différence entre des plantes qui peuvent juste pousser puis être présentes, mais aussi des plantes qui sont utilisées pour les cultures. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une
perte de diversité, donc avec, par exemple, la révolution verte dans les années 70 qui a fait qu'on a vraiment essayé d'aller chercher des variétés de plantes pour les cultures. Par exemple, on pense maïs, on pense le blé, le riz, c'est plus mon expertise, mais on voit qu'il y a eu cette volonté de créer des variétés qui produiraient des grains, des plus grands grains, plus de grains, puis une connotation aussi nutritive qui pourrait être améliorée. Mais ça a fait que, dans l'ensemble, il y a eu plus d'agriculteurs qui ont cultivé le même type de riz, donc on poussait plus certaines variétés, et là, on a eu une perte de diversité. Mais on voit quand même... Donc ça, c'est davantage au niveau des cultures, moins que peut-être qu'est-ce qu'on retrouve sur le territoire de manière naturelle. Mais on voit quand même que dans l'ensemble de la population, il y a une volonté aussi, puis au niveau des chercheurs, puis même à tous les niveaux, même au niveau des restaurateurs, une idée de, par exemple, de ramener plus de diversité dans notre assiette, si je peux me permettre, au niveau des différentes cultures de grains, par exemple, on essaie de vouloir ramener. Puis aussi, nous, on essaie de ramener des variétés qui sont plus perdues, donc faire peut-être des croisements avec des variétés qui sont moins utilisées, mais qui peuvent avoir des apports, par exemple, de résistance à des pathogènes ou des choses comme ça, ou même au niveau saveur ou des choses comme ça. Oui, résistance aux catastrophes naturelles aussi, beaucoup. Affirmatif, oui. Au Japon, ils en font beaucoup pour les typhons et les chaleurs extrêmes qui deviennent de plus en plus problématiques. Oui. Les extrêmes, puis c'est la fréquence qui change beaucoup. Donc, beaucoup les génomes des plantes ne sont pas habitués nécessairement à gérer ces fréquences-là, puis cette rapidité-là aussi. Ça, c'est un truc. Donc, peut-être une question plus précise. D'un point de vue génétique, dans les recherches, est-ce qu'on voit déjà un impact des changements climatiques? Dans le sens sur ce que tu étudies, est-ce qu'on voit déjà, avant, ça allait bien, maintenant, ça va moins bien? Ça dépend de quelle variété on regarde. Donc, il y a différents modèles de prédiction. Donc, des fois, il y a des modèles qui font pour voir, par exemple, souvent, on regarde le rendement. Là, c'est généralement la mesure qui est souhaitée. On peut voir que certains modèles, par exemple, si on regarde les impacts climatiques pour les 100 prochaines années, on peut voir que certaines cultures vont bénéficier finalement du changement de CO2 ou du changement de température pour pouvoir soit augmenter leur territoire ou le potentiel de surface de culture, mais aussi juste survivre puis avoir un bon rendement versus d'autres cultures qui vont vraiment être pénalisées. Donc, par exemple, on peut imaginer que le maïs va chuter, donc avec les conditions qu'il y a actuellement, et le riz également. Donc, c'est sûr que moi, je me concentre davantage là-dessus. Mais oui, il y a un impact qu'on ressent. La bonne nouvelle, si je peux me permettre, c'est que les plantes ont quand même des mécanismes pour répondre à des facteurs environnementaux, donc que ce soit chaleur, température, des stress combinés aussi. On peut imaginer que des stress de sécheresse peuvent, s'il y a moins d'eau, on peut aussi avoir un stress salin, donc on a plus d'ions finalement de chlorure de sodium qui vont être présents finalement, donc avec les problèmes de coulement des terrains, des choses comme ça, on peut voir qu'il y a des stress combinés et les plantes ont quand même des moyens Ils étaient là avant nous, ils vont être là encore sûrement après, je présume. C'est la bonne nouvelle peut-être, si on reste dans l'optimisme. Moins de milieu humide, il y a l'optimisme. Donc... Oui, on est beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe à nous garder en vie, des plantes, leur capacité d'adaptation. Puis la durée de vie d'une plante, je sais que ça varie beaucoup. Oh mon Dieu, ça varie, oui. Non, on peut parler de quoi environ les minimums et les maximums? Minimum, il y a des plantes annuelles qui vont... Les gens les connaissent parce qu'ils en plantent annuellement. L'Arabidopsis, la plante modèle, ça va être un cycle de 6 semaines. Là, c'est ça, c'est très rapide. L'organisme vivant, le plus vieux, plante, c'est évidemment, là, ça pose la question que c'est un individu. C'est un clone d'arbre qu'il y a au sud des États-Unis, qui sont des peupliers, et on estime que son âge, c'est 15 000 ans. En tout cas, c'est au-dessus de 10 000 ans. C'est le même individu dans le sens que c'est pas le même arbre, dans le sens où c'est pas le même tronc, mais comme le même arbre va créer pas à partir de graines, mais à partir de régénération végétative. Donc, c'est le même clone. Il date de plusieurs milliers d'années. Maintenant, il y a effectivement des arbres, là, un individu tel qu'on le connaît avec un tronc, qui ont jusqu'à 5000 ans. Là. Fait que de quelques semaines à 5000 ans, là, la marge est grande. La marge est grande chez les végétaux. On survit 10 000 ans, puis on survit encore. On en a vu des choses. On a vu presque toutes les civilisations humaines aussi. C'est assez impressionnant. Mais sur l'aspect plus écologique, plus dans le domaine, tu avais parlé d'utilisation pour l'épuration des eaux. Est-ce qu'on a ça ici au Québec, l'utilisation concrètement, peut-être à Montréal ou dans le coin? Oui, on a... en fait, je parlais de marais filtrant. Un marais filtrant, là, c'est une technologie où vraiment...
là où c'est le plus utilisé, c'est pour les eaux usées domestiques. Donc, on fait une enceinte. Le principe est très simple. On fait une enceinte, une piscine, hein, et on met un substrat, et on plante des plantes de milieu humide, puis on amène de l'eau usée, puis on la fait séjourner un certain temps et récolter l'eau de bout. Il y a des dizaines de milliers de stations d'épuration par marais filtrant dans le monde. Il y a des endroits où c'est très développé. En France, il y a plusieurs milliers de stations comme ça. Donc, c'est vraiment une alternative à un étang aéré ou ou même à petite échelle, au Québec, souvent dans les chalets, on a une fosse septique avec un champ d'épuration. Bien, on peut utiliser les marais filtrants. Mais au Québec, on est très en retard, mais il y en a. Il y en a. On est réticent à l'utilisation, malheureusement, à ça. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques dizaines sur des sites un peu plus grands. Un qui est un bon exemple, même bien qu'il est peu actif en ce moment, mais il va être actif bientôt, c'est celui de la biosphère. Donc, le musée de la biosphère, qui est sur l'île Sainte-Hélène, ben, c'est un musée dont le thème, c'est destiné à l'environnement. Fait qu'ils se sont dit, ben, pourquoi pas avoir nos eaux de toilette épurées par un marais filtrant. Et donc, effectivement, il y a un marais filtrant à l'extérieur qui traite les eaux usées. Ça a été fait dans les années 90. Là, il n'est pas en opération parce qu'il y a des changements à y faire, là, évidemment, là, comme toute usine, même si elle est faite avec des végétaux et des plantes, des fois, il faut apporter certains ajustements, mais il y a des plans pour la remettre en fonction. Donc, puis évidemment, il y a des petites pancartes aussi pour expliquer les gens comment ça fonctionne. Fait que quelqu'un qui veut voir un marais filtrant, voir comment ça fonctionne, c'est un bon endroit pour y aller. Il est à l'extérieur. Même s'il n'est pas alimenté, il est quand même là, puis on peut voir comment il fonctionne. Puis il y en a quelques autres aussi. Puis il y a même une compagnie qui fait des marais filtrants pour certains domiciles. Là, par exemple, vous êtes à l'extérieur de la ville, vous ne pouvez pas vous brancher au système d'égout. Donc, vous pouvez avoir votre propre système marais filtrant est une option. C'est pas idéal, mais c'est pas une panacée, mais ça fonctionne. J'imagine que l'hiver au Québec rend ça un peu plus corsé. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est ce qu'on appelle, justement, parce qu'on est en système d'hiver, il y a plusieurs types de marais filtrants. Hein? Et nous, le système qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un système sous-surfacique. Ce que ça veut dire, c'est que notre piscine, ben, elle est remplie d'un substrat assez grossier de gravier fin, sable, dans lequel nos plantes sont, et l'eau, elle circule sous la surface de notre marais, dans le gravier, mais il y a quand même un 10 cm là, sous le gravier. Donc, on ne voit pas l'eau usée, là. Mais avec l'hiver, bien évidemment, comme l'eau usée arrive avec une certaine température, tout se fait là, avec des tuyaux qui sont enterrés. Bien, l'hiver, l'eau ne gèle pas parce qu'elle arrive avec une certaine température. Il y a une isolation avec le sol, avec les plantes qui sont mortes sur le dessus, avec la neige, de sorte que ça fonctionne. Puis, ce qui fait qu'il y a de l'épuration, c'est assez complexe. Là, je sais pas, on pourrait en parler, mais il y a des processus physiques, des processus chimiques, des processus microbiologiques. Donc, il y a les bactéries qui contribuent beaucoup à l'enlèvement, sont actives quand même, même si c'est l'hiver, il y a quand même la température permet tous ces processus-là, de sorte que même en hiver, il y a une épuration qui se fait. Pas aussi efficace pour certains polluants, mais en général, c'est très efficace quand même. C'est super intéressant. Puis les tests qu'on fait, est-ce que c'est directement sur le terrain ou on fait ça en laboratoire puis on fait ça à échelle... OK. C'est sûr que faire de la science des marais filtrants, c'est compliqué. Évidemment. En fait, c'est compliqué. Pour tout système végétalisé, là, naturel qu'on veut étudier, que ce soit une forêt, c'est sûr qu'on est pris avec il y a une grande variabilité dans l'espace et dans le temps des conditions. On peut bien comparer différentes forêts, mais chacune des forêts va recevoir peut-être pas la même quantité de pluie, va avoir des sols différents. Donc, c'est dur des fois d'étudier des mécanismes. Fait que la façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des mésocosmes. Donc, les mésocosmes, c'est comme faire un mini milieu naturel artificiel en boîte. Hein? Un bon exemple de mésocosme, ça serait quelqu'un qui étudierait, par exemple, certains petits organismes aquatiques. Bien, il va faire ses expériences dans un aquarium. Il peut faire l'expérience sur le terrain, bien sûr, mais des fois, pour certains mécanismes, c'est mieux de les utiliser en aquarium parce que là, c'est toi qui contrôles la température de l'eau, puis la qualité de l'eau. Puis tu enlèves la variabilité, finalement. Tu enlèves toute la variabilité. Fait que étudier les marais filtrants, on utilise aussi beaucoup les mésocosmes. Donc, dans mon laboratoire, on utilise beaucoup des marais filtrants de la taille à peu près d'une baignoire. Là, hein? Donc, ça nous permet de
on met le sol, on met les plantes, ça nous permet de régler exactement quelle sorte d'eau usée qu'on y amène, puis après, on mesure ensuite, après un certain temps, l'eau. On a des plantes, évidemment, plantées là-dedans. Puis l'intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs de ces mésocosmes-là. Donc, on peut tester certaines hypothèses. L'hypothèse, par exemple, est-ce que la plante A est plus efficace dans l'épuration que la plante B? Je peux avoir une baignoire avec une plante A, puis un mésocosme avec la plante B. Je peux répliquer aussi pour être sûr d'avoir une bonne réponse. Je peux avoir plusieurs mésocosmes avec la plante A, plusieurs avec la plante B. Puis là, à ce moment-là, mon environnement, c'est moi qui le contrôle. Donc, tous mes bassins, tous mes mésocosmes ont à peu près le même environnement. Ils reçoivent exactement la même eau usée. Fait que les différences que je mesure, ils ont des bonnes chances d'être dues au fait que c'est la plante A ou la plante B. Fait que ça me permet d'arriver à des conclusions. Fait qu'il y a beaucoup de nos recherches qui se font avec des mésocosmes. Ça prend un bon laboratoire puis un certain espace. C'est soit des mésocosmes qu'on met à l'extérieur, ou là, évidemment... Les aléas de... c'est ça, on ne contrôle pas la pluie, mais il faut la mesurer. À ce moment-là, on mesure la quantité de pluie, on mesure les températures, ou on peut le faire en serre. Puis à ce moment-là, on contrôle parfaitement l'environnement, mais ça cause d'autres problèmes possibles, parce qu'en serre, tu n'as pas exactement la lumière qu'il y a à l'extérieur, c'est plus dur de contrôler la température. Donc, il y a plusieurs approches, chacune ayant ses avantages ou ses désavantages, mais oui, ça prend un certain espace quand même. Il n'y a pas de système parfait. Non. Surtout que quand on est à l'intérieur, l'aléa de la vie dehors n'est pas là non plus. Exactement. C'est sûr que l'avantage des mésocosmes, c'est ça, c'est qu'on peut répliquer puis qu'on a le contrôle sur l'environnement. Mais le désavantage, des fois, il faut faire attention, c'est sur le réalisme de mon écosystème. Est-ce que le mécanisme... Parce qu'évidemment, un marais filtrant, un marais naturel, il y a toutes sortes de mécanismes en jeu complexes qui agissent là, de façon synchrone, d'interaction, tout ça. On ne peut pas mimer exactement dans un mésocosme toutes ces interactions-là. Mais donc, on espère là, que le mécanisme qu'on étudie, évidemment, après qu'on a nos conclusions, qui s'applique à notre milieu externe. Si on peut le valider après dans un marais filtrant ou un marais naturel de pleine taille, tant mieux. Mais c'est quand même très, très utile. C'était beaucoup utilisé en sciences. Ça a permis beaucoup de progresser dans beaucoup de disciplines scientifiques où on étudie des systèmes végétalisés. Là, on parle des marais naturels ou des marais filtrants, mais c'est vrai en foresterie, c'est vrai en agriculture. Des fois, il y a des petits jardins qu'on fait pour tester. Oui. C'est des mésocosmes, d'une certaine façon. Exactement. Oui, parce que souvent, il y a beaucoup de découvertes où on dit « tel gène », ou par exemple, si on fait un changement de tel gène, on va augmenter le rendement de X, ou on va permettre à la plante de résister à un stress Y, et là vient l'application en champ ou même en serre des fois. Parce que nous, c'est un peu comme ça. On travaille dans des chambres de croissance. Même les serres, pour certains mécanismes que j'étudie, il y a trop de variabilité même dans les serres. Donc, j'ai comme c'est mes chambres de croissance. Donc, c'est littéralement comme un frigo où je contrôle vraiment tout ce qui rentre, tout ce qui sort, exactement comment on ouvre la porte et tout, parce que ça peut changer les niveaux d'ARN. Donc l'ADN qui est transcrit en ARN, ça peut vraiment varier rapidement. Et donc, ça peut se dégrader aussi rapidement. Donc, ça, on contrôle vraiment tout, mais vient ensuite, justement, l'idée d'application dans un système. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment utile d'avoir potentiellement la chance de pouvoir faire des études de terrain également, donc de jumeler, finalement, labo avec terrain, si possible, par des partenariats, ou si on a accès à ces milieux-là, c'est encore mieux. Donc, Oui, mais vous êtes dans un milieu avec beaucoup de collègues aussi. Donc, j'imagine qu'à tous ces niveaux-là, il y a des spécialistes et que vous parlez, là, à travers la publication, à travers les colloques. Donc, il y avait une question sur l'aspect étudier et, disons, modifier la question génétique. Comment on s'y prend concrètement? Il y a plusieurs méthodes pour le faire, et ça dépend aussi de l'endroit où on est dans le monde, parce qu'il y a certaines pratiques, par exemple en Europe, il y a aussi tout le débat de la mutagénèse dirigée, donc qui n'est pas encore accepté. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRISPR, donc des techniques de mutagénèse dirigée qui ont gagné finalement la découverte a gagné le prix Nobel quand même assez récemment. Donc, c'est des façons de utiliser finalement des technologies. C'est un peu complexe, mais c'est des façons d'utiliser des mécanismes de défense, par exemple, des bactéries qui ont été adaptées pour pouvoir nous insérer un plasmide, donc finalement comme
de l'ADN circulaire dans lequel on pourrait introduire soit un gène qu'on veut changer ou soit avoir un petit brin d'ARN qui pourrait aller se loger à un endroit cible et dire, OK, il y a un mécanisme qui va venir briser finalement l'ADN double brin et créer une mutation aléatoire, des choses comme ça. Mais en Europe, c'est pas un mécanisme. Donc ici au Canada, on peut l'utiliser. Donc le transgénique, c'est quand même un sujet chaud de débat continu, surtout quand on parle d'aliments qui s'en vont à la table. Mais par exemple, en Europe, on peut pas utiliser ça encore. Donc, c'est encore un débat, c'est en train d'être changé, mais on utilise, par exemple, des UV. Donc, on pourrait avoir des endroits où on pourrait induire avec des produits chimiques des mutations aléatoires ou, par exemple, avec des rayons UV, on peut induire des mutations dans l'ADN. Puis ensuite, c'est une question d'aller faire un gros criblage. Donc, vous pourrez avoir un produit chimique qui est allé sur 1000 plantes, puis ensuite, commencer à voir est-ce qu'il y en a une qui pousse différemment ou des choses comme ça. Ça peut être une approche, comment on peut faire pour aller voir l'anomalie, donc la plante ou les plantes qui auraient l'air différentes, par exemple, pour résister à un stress. Toutes les plantes sont jaunes, il y en a une qui est verte. OK, on y va, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans son génome. Moi, l'approche qu'on utilise dans le laboratoire, c'est davantage ce qu'on dit dirigé. Donc, j'utilise beaucoup d'outils bioinformatiques. Donc, on utilise nos connaissances qu'on a sur le génome un peu plus en amont pour aller cibler des régions qu'on va ensuite vouloir induire une mutation plus ciblée. Donc, il y a l'approche, on fait une mutation puis on regarde phénotypiquement, donc ce qui est visuellement différent, versus une autre approche où nous, on va induire le changement puis voir ensuite est-ce que nos prédictions vont s'amener. Mais je sais que je n'ai pas été exactement dans la mécanistique de la mutation, mais il y a plusieurs façons. Avant, chez les plantes, quand je faisais mon doctorat, ça change vraiment vite. C'est pour ça vous dire que les techniques changent, mais on insérait finalement des éléments transposables. Donc, on insérait des agents qui allaient s'introduire de manière des fois aléatoire dans le génome. Puis là, on peut aller séquencer ensuite et voir où est la mutation, des choses comme ça. Donc, il y a des banques, par exemple, dans Arabidopsis thaliana, qui est la plante modèle, petite plante qui pousse rapidement. On parlait de questions de semaines, qui a plusieurs outils génétiques. C'est la première plante qui a été séquencée en l'an 2000, donc même avant le génome humain. Et il y a une banque de mutants, finalement. Donc, tous les gènes, donc les 20 quelques mille gènes de l'Arabidopsis, il y a des graines homozygotes, donc pour lesquelles il y a la mutation qui est faite. Donc, on peut même des fois les commander déjà terminées, puis les étudier en laboratoire. C'est vraiment intéressant. Puis ça affecte l'imaginaire du monde, les questions de changer les gènes. On est vraiment rendu là dans la science. On a vu aussi des modifications chez les humains pour enlever des maladies. Oui. Non, le principe un peu reste le même. Là. Il y a aussi tout le débat de comment ça a été partagé avec le public et comment certaines compagnies ont peut-être pas... peut-être leur campagne de promotion de certaines de ces choses-là n'ont pas été la meilleure façon de faire qu'on aurait une approche face aux organismes modifiés génétiquement. Donc ça c'est tout un débat que j'ai constamment, qui revient souvent, mais à la base, j'ai envie de dire qu'on est tous un peu des organismes... Ça dépend encore de la définition. Je veux dire, le soleil, on a des mutations qui sont induites sur notre peau tous les jours. Là. Donc, il y a des mutations qui se font chez tous les organismes à la base. Et la question, c'est est-ce que, par exemple, vous prenez une plante et vous faites un croisement, deux plantes différentes, vous faites un croisement, bien, on vient modifier le génome de la progéniture, finalement. Donc, c'est toute une question de définition, voilà. Oui, il faut peut-être une petite connaissance sur l'ADN. Il y a des mutations, ça se fait continuellement. Il y en a qui sont jugés négatifs, c'est par rapport à l'environnement, d'autres positifs, mais la majorité sont neutres. Et donc, si je comprends bien, c'est que vous allez... vos équipes vont essayer d'aller soit plus spécifiquement viser certains gènes ou changer l'environnement pour créer plus de mutations, finalement. Oui, ce que nous, on regarde davantage, c'est de cibler des régions qu'on dit des régions régulatrices. Donc, c'est des régions, des petites séquences d'ADN, finalement, qui se retrouvent dans le génome, donc qui ne codent pas pour des protéines elles-mêmes, mais ce sont des sites sur lesquels des protéines peuvent venir se lier, finalement, donc vont venir se lier à l'ADN, et ça pourrait induire ou moduler l'expression de gènes codants pour des protéines. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on se penche davantage pour venir peut-être faire de l'ingénierie génétique, de venir cibler ces gènes-là. Donc, c'est pas introduire nécessairement un gène d'une autre espèce dans une autre espèce, ce serait de moduler finalement l'expression de gènes qui sont déjà présents dans l'organisme. Donc, peut-être une façon un peu plus
Puis certaines choses dans notre corps ou dans les plantes, trop, c'est comme pas assez, là, des fois. Donc, il y a toute une question d'étude de ça, mais ça, c'est un peu une approche peut-être qui serait plus bienvenue peut-être par la perception du public de ne pas avoir nécessairement des gènes provenant de d'autres organismes qui sont insérés ailleurs. C'est pas que vous avez mauvaise presse, mais dans les films, souvent, les méchants, ce sont des gens généticiens qui modifient de quoi et qui créent un gros problème. Ça affecte l'imaginaire. Mais on s'entend qu'on n'est pas du tout rendu à Jurassic Park là, dans la modification. Oh mon Dieu, oui. Mais ça reste que c'est ça qui frappe l'imaginaire du public. Je suis content qu'on en parle et qu'on mette la réalité sur la table. C'est vraiment comme aussi un travail on parlait de collaboration un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment pas... disons qu'il y a beaucoup de recherches qui va se faire entre, par exemple, arriver avec une variété de riz, par exemple, ou autre, qui pourrait avoir une teneur... par exemple, le gold rice, donc le riz doré. Ma transition n'est peut-être pas bonne, mais c'était induire finalement avoir plus de vitamines qui pourraient être mises dans le riz pour pouvoir nourrir et permettre d'enlever certaines déficiences, des carences finalement de vitamines dans des communautés qui avaient moins accès finalement à certains fruits et légumes. Donc ça, c'est quand même un but potentiellement louable de vouloir modifier génétiquement ce riz-là. Mais ça vient avec une compréhension du fondamental. Donc, c'est un peu l'idée du partenariat entre l'optimisation de culture, mais aussi une bonne connaissance du génome à la base pour justement pouvoir prédire les changements. Parce que modifier un gène va peut-être venir modifier beaucoup d'autres choses. Hein. Les plantes, particulièrement, sont assez plastiques ou vont avoir beaucoup de communication entre différents organites, différentes structures puis différentes réponses. Donc, une réponse au stress va impliquer différentes voies, puis certains stress vont partager les voies de réponse. Donc, ce qui veut dire que si on affecte une chose dans une voie, bien, ça va peut-être affecter la résistance de la plante à une autre voie. Puis c'est là qui vient la chose. Donc, beaucoup de cultures, un des problèmes, c'est qu'on a voulu aussi... pas en modifiant génétiquement, mais en faisant des croisements, on est allé chercher un plus grand rendement. Mais ce qu'on réalise maintenant, c'est que beaucoup des cultures qui ont été domestiquées, qui ont été cultivées avec le temps, sont moins propices à résister à des stress biotiques. Donc, par exemple, des insectes ravageurs ou d'autres choses comme ça. Donc là, on essaie de faire des croisements pour ramener des variétés dites sauvages, donc pré-cultivation, pour pouvoir essayer de leur redonner finalement un système immunitaire, façon de parler. Je ne fais pas tout ça, là, mais on est une personne dans des interactions globales. Là. On a des collaborateurs mondiaux aussi pour faire ce genre de choses-là. Sûrement dans le même phytoremédiation, milieu humide, c'est pas une personne. Hein, sûrement non, absolument pas. Ouais. Oui, mais je vais en profiter pendant que vous êtes là tous les deux pour peut-être réactualiser une question sur le rapport génétique et environnement, sur leur importance sur les individus, sur comment on est. Moi, quand il y a plusieurs années, on m'a enseigné que c'était environ 50-50 l'importance. 50% de l'importance, c'est de la génétique, puis l'environnement, c'est le reste. Oh, OK. Dans vos milieux, je sais que ça change, hein, ces débats-là. C'est pour ça que je veux l'amener, puis je pense que c'est une connaissance pertinente à avoir. Comment voyez-vous ce rapport de qui est le plus important? Ou je sais que c'est pas une bonne question, mais ce rapport environnement-génétique, qui sont les deux choses qui nous font, ultimement. Ben, oh mon Dieu, je sais qu'on y pense très souvent de manière anthropocentrique, dans la mesure qu'on y pense souvent du point de vue humain. Comme là, en ce moment, c'est très tendance de dire que l'épigénétique, donc ça, c'est le terme qui revient beaucoup, hein, de dire, bon, une mère va être stressée, l'enfant va peut-être être stressé aussi ou développer quelque chose, ou on a des indices. Donc, tout ça, en ce moment, c'est un thème, j'enseigne un cours de génomique, donc c'est vraiment un sujet que les étudiants se posent beaucoup. À quel point est-ce que l'environnement vient avoir un impact sur notre génome? Et c'est sûr que ça a un impact dans la mesure que le génome, il y a votre ADN, mais il y a aussi ce qu'on appelle des modifications. Donc, l'épigénétique, finalement, c'est de faire des modifications du génome, mais sans affecter la séquence de l'ADN. Donc, ça veut dire que notre génome, hein, si on déroule un noyau d'une cellule, on va se retrouver avec environ 2 mètres. Je parle humain, puis qu'on va essayer de rentrer dans un segment on va être au niveau du micromètre. Là. Donc, finalement, il y a une compaction qui se fait, et ça veut dire qu'il y a certaines régions à certains moments qui vont être accessibles pour la transcription, donc par exemple pour transcrire des gènes puis les traduire en protéines, mais ces régions-là peuvent
changer. Donc, on peut ouvrir et fermer certaines régions à certains moments donnés, dans certains tissus aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même une énorme complexité là-dessus. Donc, c'est dur pour moi de mettre un pourcentage de 50-50 parce que chez les plantes, mon Dieu, c'est un petit peu dur. C'est plus chez l'humain qu'il y a eu des études, par exemple, de prendre des jumeaux puis de les mettre, les faire pousser les faire pousser. Les formations professionnelles. De les mettre dans différents, par exemple, séparer des jumeaux séparés dans différents continents et mis assujettis à différentes diètes ou des choses comme ça, de voir est-ce qu'ils vont développer un diabète de type 2, est-ce qu'ils vont avoir plus de stress, incidence de maladie. Donc, tout ça, oui, il y a un apport environnement qui est là, mais ce serait vraiment difficile pour moi de mettre un pourcentage. Genre, je ne sais pas si... Évidemment, c'est pas mon domaine, mais dans mes travaux, évidemment, au contraire, comme moi, j'étudie pas la génétique. La génétique, pour moi, les différences génétiques à l'intérieur d'une espèce, ça peut être une source de variabilité que j'essaie d'exclure. Parce qu'évidemment, si je veux comparer deux espèces, puis j'ai de la réplication, je veux que mon matériel génétique soit de la même source, parce que si j'ai des réponses très différentes entre mes systèmes qui sont la même espèce, là, si c'est parce que j'ai été chercher des génomes à différents endroits, ça vient obscurcir ce que j'essaie de regarder. Donc, dans mon cas, moi, j'essaie de limiter la diversité génétique quand j'étudie des espèces. Oui, de la même espèce, finalement, si on veut assembler un milieu, il faudrait le prendre du même endroit pour essayer de réduire. Oh, wow. Ça, c'est quand même... Je ne sais pas si je peux me permettre une petite question. En termes de design, là, je suis désolée, je me lance. C'est juste tout à l'heure, on parlait de ça, quand on parle d'un design du milieu humide. Donc, est-ce que tu préconises différentes variétés? Est-ce qu'il y a comme une étude on préconise une espèce, pas annuelle? Est-ce que c'est... C'est une bonne question. C'est au cœur, d'ailleurs, des sujets de recherche de mon laboratoire. Parce que dans les écosystèmes, en général, on considère que s'il y a une diversité d'espèces, chacune ayant des fonctions un peu différentes, les services écosystémiques que notre écosystème va rendre vont être plus grands. Donc, en principe, si on a plus d'espèces sur un toit vert, notre toit vert va être plus efficace dans la captation de l'eau, etc. Et c'est vrai dans beaucoup de systèmes. Si on a plus d'espèces en forêt, notre forêt, présumément, va être plus productive au total. Dans un marais filtrant, est-ce que plusieurs espèces vont rendre le marais filtrant plus efficace à épurer l'eau? Ça, c'est une question, question à 100 000 $. On présume que oui, facilement, mais il y a eu assez peu de preuves que ça. Puis malheureusement, je pense que dans la plupart des cas, la réponse, c'est non. Parce qu'un milieu, un marais filtrant, c'est un milieu qui reçoit beaucoup de nutriments. Donc, c'est un milieu qui est très, très riche. C'est pas un milieu qui est très pauvre, là. Il manque pas de nutriments. À ce moment-là, la plante qui va avoir dans ce type de milieu-là la croissance la plus rapide. C'est ça. Donc, souvent, une monoculture d'une plante qui va avoir une forte croissance très rapide, très compétitive, elle va faire le meilleur travail. Quand on la mélange à d'autres plantes, tant que celle-là est là, tant qu'il y a une plante très efficace, si on la mélange à d'autres espèces, au moins de façon empirique, les expériences empiriques qu'on a montrées, c'est que ça ne diminue pas l'efficacité, ça l'augmente pas non plus. Donc, ça peut être intéressant quand même de mettre plusieurs espèces, dans la mesure où on sait que la meilleure est là, parce que le fait d'avoir plusieurs espèces, ça peut peut-être apporter d'autres bénéfices, ne serait-ce que des bénéfices d'acceptabilité, pollinisateurs. Bien que pas souvent des espèces pollinisatrices, souvent des graminées qu'on prend. Moins candidates. Mais il peut y avoir quand même d'autres... mais même la beauté du milieu, c'est quand même... parce que comme en marais filtrant, c'est souvent milieu périurbain ou près des habitations, le fait que le milieu soit plus beau, plus varié, plus espèces, l'esthétique, ça peut compter. Il y a certaines situations où plusieurs espèces dans un marais filtrant, ou une combinaison d'espèces peut être plus efficace. Et ça, dans mon laboratoire, justement, on étudie quelle pourrait être la combinaison. Donc, on a trouvé certaines combinaisons qui peuvent être intéressantes. Une espèce avec un système racinaire très dense mais peu profond, suivi, parce que si l'eau s'achemine de façon horizontale, suivi par une espèce avec un système plus profond. Donc, au niveau de l'oxygène dans le sol, il va y avoir des distinctions. Si on a un système encore là, horizontal, ça veut dire que l'eau rentre d'un côté, séjourne de façon horizontale et sort à l'autre bout, on peut avoir
avoir des espèces qui sont très demandantes au début. Puis à mesure que l'eau, présumément, se filtre, notre eau va être plus pauvre à la fin. Là, il peut y avoir des espèces plus loin, donc des bandes d'espèces plus différentes tolérantes avec des... qui vont être efficaces, plus aller chercher quand il y en a peu, moins exigeantes. Donc, il y a certaines combinaisons qui peuvent être intéressantes. Mais ça ne va pas de soi que si on met n'importe quelle espèce ensemble dans un marais filtrant, ça va être plus efficace qu'une monoculture. Super intéressant. Merci. Mais si j'ai bien compris, je vais faire l'externe qui va résumer, ou qui essaye de résumer. Ces marais sont des lieux riches en nutriments. Donc, ça va être des lieux où il va y avoir une forte compétition parce qu'il y a plus d'aliments. Ça serait la même chose chez le monde animal. Si on met beaucoup de bons aliments pour les animaux, les gens vont aller là et vont se battre pour les ressources. Donc, c'est ça qui expliquerait pourquoi il y a peut-être une plante qui va gagner puis qui va prendre toute la place. C'est que si elle est beaucoup mieux évoluée que les autres dans cet environnement-ci, ben elle prend le dessus, elle bat dans la compétition de l'évolution. C'est exactement ça. Puis ça, on parle de marais filtrants, mais c'est la même chose en milieu naturel. Les milieux les plus diversifiés sur la planète, c'est par exemple les hotspots, là, c'est la forêt tropicale. Il y a des milieux dans le sud-ouest de l'Australie, sud-ouest d'Australie, qui sont des milieux arbustifs. Là, on dit, s'il y a une grosse diversité de plantes, c'est des milieux qui sont très riches. C'est l'inverse. Non. C'est soit des milieux qui sont très, très pauvres en phosphore. Puis là, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça empêche une espèce d'être dominante. Tu sais, chacun va essayer de trouver le phosphore de façon différente, puis ça permet une grande cohabitation. Alors qu'un milieu très, très riche, souvent, ils vont avoir moins d'espèces, mais vont être dominés par, justement, des espèces qui vont être agressives pour aller chercher tous ces éléments nutritifs-là. Mais par exemple, ces espèces-là qui sont très agressives, mais dans un milieu très, très pauvre, ne survivent pas. Ils ont besoin de cette richesse-là. Ils sont adaptés à ce milieu-ci. C'est ça. Mais s'il y a un changement, par exemple, si l'humain arrive et ça cache tout. C'est ça. Mais c'est pour ça que dans les milieux humides, on trouve souvent des portions de milieux humides, surtout les milieux humides qui sont alimentés par des eaux d'un bassin, là, un bassin qui reçoit des eaux un peu usées. Puis bien souvent, c'est dominé par de la quenouille ou du roseau, malheureusement. Donc, souvent, on trouve des monocultures dans les endroits qui sont le plus riches du milieu humide. Les algues aussi, est-ce que vous gérez avec... Bon, les algues, ça peut être un problème parce que les algues, dans un marais filtrant, ils vont accumuler le polluant, mais ils vont le rejeter. On parle des algues J'aurais pensé que ça viendrait en combo, surtout avec des nutriments riches en nutriments. Oui, bien en fait... Comme il y a beaucoup de marais filtrants qui sont sous-surfaciques, il n'y a pas de lumière. C'est vrai, donc là, on enlève. Donc, on n'a pas de problème d'algues. Okay, mais il y a des marais filtrants qui sont dits surfaciques, où là, l'eau est par-dessus le substrat. Donc, notre eau usée, elle voyage par-dessus le substrat. Là, souvent, la seule ombre des plantes, comme on a des plantes qui sont assez agressives, des plantes, donc ils vont faire tellement d'ombre qu'ils vont peu permettre le développement des algues. Des algues, OK. Donc, c'est comme un autocontrôle, un biocontrôle, façon de... OK. Absolument. C'est bon ça. OK. On voit que les algues, c'est plus un problème des lacs. Par exemple, au Québec, on a les algues de bleu. Mais en fait, c'est pas un problème dans ces milieux-là. Le marais filtrant, il est fait pour éviter que le phosphore aille dans le lac, puis que là, qu'il y a un développement d'algues, puis évidemment, qui cause toutes sortes de problèmes. Donc, il y a un intérêt pour nos lacs. Ben absolument. Si on rejette... De façon naturelle, nos lacs au Québec sont très, très pauvres en phosphore. Mais et évidemment, ça fait en sorte qu'on peut avoir une eau pure, qu'il y a des espèces de poissons, des espèces aquatiques qui sont adaptées à ça. Mais quand on rejette là, un certain nombre de polluants, dont le phosphore, bien là, évidemment, il y a de multiproduction d'algues, prolifération, les algues meurent, ça va aller dans le fond, ça va se décomposer, ça va enlever l'oxygène. Donc, ça a toutes sortes de problèmes là, sur les lacs, effectivement. Donc, il faut empêcher l'eau usée de rentrer dans les lacs. Les marais filtrants peuvent servir à ça. C'est comme un positionnement stratégique. Est-ce qu'il y a des coulements, par exemple, pour des terrains agricoles, beaucoup? Il y aurait les relâchements de fertilisants ou des choses comme ça? C'est plus compliqué. Il y a tout un champ d'études aussi pour l'utilisation des végétaux, par exemple, à la sortie des fossés de drainage. Mais là, c'est plus compliqué parce que la quantité d'eau qui sort va varier beaucoup dans l'année. Évidemment, on a beaucoup d'eau au printemps, là où notre marais, nos plants sont moins développés. Donc,
faut un bassin intermédiaire presque là, avant la sortie. C'est plus compliqué. OK. Mais il y a des façons, des études aux États-Unis où on désigne un fossé pour qu'il soit relativement plat avec un petit canal dans le milieu qui permettent là, à la végétation de se développer quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Puis quand il y a beaucoup d'eau, ben là, ça passera. Donc, il y a des moyens, mais c'est plus compliqué. Plus compliqué. OK. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est assez intéressant. Puis moi-même, dans mes recherches, on a développé des techniques à Fukushima. On utilise les plantes pour extraire la radiation, pour purifier finalement la terre. Après, on enlève les plantes et la terre est décontaminée. Beaucoup moins cher que les techniques qu'ils utilisent de juste enlever toute la terre. C'est de la phytorémédiation. Phytorémédiation, des sols contaminés. Mais oui, ça a pris du temps. Mais c'est plus des chercheurs après qui sont arrivés puis ont fait des tests sur le terrain. Mais c'est vraiment intéressant. On peut même filtrer quelque chose d'aussi dangereux que des radiations et finalement... à un coût bien moindre que ce qu'on a vu. Il y a tout un domaine d'études où, effectivement, on utilise les plantes, cette fois-là, pas pour traiter de l'eau usée, mais aller chercher des métaux lourds dans le sol, donc par phytoaccumulation. Je pense que c'est à ça que tu fais référence, là. Ou avec les racines et les exudats racinaires qui vont dégrader des polluants carbonés, là. Donc, on peut effectivement dépolluer un sol avec les plantes. Et c'est pas coûteux. Évidemment, ça peut prendre du temps. C'est ça, la notion de temps serait... C'est ça le problème, là. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais dans certaines situations, ça peut être très intéressant. Puis il y a beaucoup de recherches qui se fait au Québec, d'ailleurs, à l'IRBV, à ce niveau-là aussi. Pour les mines aussi, est-ce que les sites miniers deviennent... Oui, il y a de la phytoremédiation qui est faite pour les matières des déchets miniers. Donc, il y a beaucoup de travaux. On utilise les plantes là, en phytotechnologie là, pour épurer le sol ou l'eau. Nos amis les plantes sont très intéressants. Travaillent pour nous. Ils peuvent travailler pour nous. Moi, je peux juste poser une question. Je me disais, quand on accumule, donc par exemple, si on a une plante, c'est pas mon domaine d'expertise, mais disons qu'on a une plante qui accumule de la radiation, par exemple, ou un métaux lourd, est-ce qu'on peut réutiliser, donc une fois qu'on enlève la plante, est-ce qu'elle serait utilisée comme biofuel ou comme est-ce qu'il y a des alternatives de deuxième usage qui sont envisagées en ce moment? Ou... Des fois, ça dépend des métaux. Je sais qu'il y a des tests pour voir si on pouvait aller chercher de l'or dans le sol avec certaines plantes puis le concentrer. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si c'est de la bioaccumulation, donc si la plante accumule les métaux lourds, bon, évidemment, après, prendre une plante, la brûler, aller chercher dans les cendres, bon, c'est une possibilité. C'est pas souvent fait, là. C'est pas souvent... plus souvent qu'autrement, on veut, si elle accumule effectivement des métaux lourds, on veut se débarrasser de la plante de façon sécuritaire, parce qu'elle-même peut devenir la radioactive ou la... source de pollution. Puis s'il y a par exemple, s'il y a des plantes qui accumulent la radioactivité, bien, s'il y a des insectes qui vont manger la plante puis qui deviennent eux-mêmes radioactifs, là, ça introduit notre problème. On crée un super-héros, là. On crée quelque chose. C'est pas comme ça que Spider-Man a été... C'est l'araignée, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait reçu. Donc, il faut s'assurer, évidemment, qu'on ne crée pas un problème. Donc, habituellement, il faut récolter la plante et s'en débarrasser de façon disposée. Souvent en l'enterrant, mais ça reste beaucoup plus intéressant de faire ça que d'essayer de dépolluer le sol, d'aller chercher ça dans le sol lui-même. Là. Oui, à Fukushima, ils ont enlevé 5 cm de sol partout. C'est ça la technique, puis on remet du sol après. Le coût est faramineux, puis les déchets que ça crée sont beaucoup plus gros que seulement des plantes. Les plantes, il faudrait quand même les jeter puis trouver un environnement, mais ce serait beaucoup moindre. Mais bon, ça aurait été moins vite. Et bon, dans ce type de situation-là, ça prend une réponse gouvernementale forte et envoyer le message qu'on reconstruit aussi. Donc, il y a de la politique dans ces questions. Mais je suis vraiment intéressé. La question des milieux humides me semble plus importante que jamais. Mais on entend toujours des gens qui vont... il y en a d'autres. C'est pas si grave si lui perd, puis où... On associe souvent une espèce à tel milieu, par exemple la grenouille, là, dans celui de où est-ce qu'on a des truies pour Nordvolt. Ces représentants animaux, des fois, c'est un représentant d'un écosystème. On le voit avec aussi dans d'autres cas au Québec, là, de certaines espèces qui sont menacées. Mais c'est des représentants de milieux qui représentent une certaine diversité. Et je sais que vous êtes spécialisé des plantes, mais souvent, quand on parle de plantes, on vient aussi avec les insectes. Comment on gère la cohabitation
je sais pas si en laboratoire vous introduisez aussi des insectes, mais la vie animale, c'est peut-être plus difficile, mais insectes, est-ce qu'on prend ça en considération? Là, évidemment, je pense que dans ta question, tu supposes insectes nuisibles, maringouins pas nécessairement. ou... Des fois, des insectes, ça fait partie d'un certain milieu. Donc... Ça peut être un vrai problème dans certains... si je reviens au marais filtrant, quand on fait un marais filtrant en milieu tropical, si c'est un marais filtrant surfacique ou l'eau, ben effectivement, on peut générer des problèmes parce que ça peut favoriser la multiplication d'insectes. Effectivement, là. Donc, oui, ça peut être un problème. Maintenant, au Québec, on n'a pas vraiment ce problème-là. Par contre, c'est vrai que dans les milieux humides, les gens ont la perception des milieux humides comme étant un endroit où grouillent des organismes gluants ou des bébites qui viennent nous piquer. Puis, tu sais, faut essayer de se débarrasser de ça, drainer ça, remplir ça, parce que les milieux humides, c'est nuisible. Tu sais, c'est pas beau, puis il y a plein de bébites, puis s'il n'y a pas des monstres qui vont sortir de ça. Les milieux humides ont une mauvaise réputation, là. Ça, c'est certain. Puis c'est pour ça où c'est important de faire de l'éducation puis de la sensibilisation, justement à cause de tous les services écosystémiques là, qui nous amènent. C'est certain que dans des cas de conservation, tu sais, souvent on va dire, oui, il y a la grenouille qui est une espèce rare qu'il faut... mais il y a bien des milieux humides qu'on détruit où il n'y a pas nécessairement une espèce rare. Pour moi, la valeur de milieu humide n'est pas nécessairement juste au fait qu'elle contient une espèce menacée, tout ça. Oui, c'est le service écosystémique, c'est tout ce que nous apporte là, le milieu humide dans son ensemble. Puis ça, c'est pour ça que c'est important de les protéger. La loi québécoise, là, maintenant, elle vise perte nulle de milieu humide. C'est l'objectif de la loi, là. Perte nulle de milieu humide. Ça veut dire que si on fait un projet, faut essayer d'éviter le milieu humide. Si on ne peut pas l'éviter, il faut essayer de réduire au plus possible l'impact qu'on a. Puis si on le détruit, il faut s'arranger pour en construire un ailleurs avec les mêmes services. Mais ça, c'est dans l'esprit de la loi. Comment on estime le service, et c'est là que vient la question. Il y a le problème comment on fait un nouveau milieu humide. Il y a de la recherche qui se fait, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas capable. Mais il y a surtout le fait que on n'en est pas là. On continue quand même à en détruire plus qu'on en crée, là. Fait que le patch effect aussi, dans le sens que il y a des oiseaux aussi qui visitent les milieux humides, puis ils ont besoin d'espace aussi, de distance entre. Donc là, c'est toute une logistique de migration. Je ne dirais pas qu'il y a des oiseaux migrateurs, mais je ne sais pas si ça c'est pris en compte dans la conservation. C'est ça, c'est pas une espèce, c'est un ensemble de paramètres qu'on ne peut pas mesurer non plus. C'est très difficile. C'est sûr que... les milieux humides qui sont là, ils fonctionnent. Là. Ils sont là depuis toujours. On va les bouger. Fait qu'en créer un autre, c'est ça, en créer un autre qui offre les mêmes services, mais d'abord, il faut bien connaître, comme tu sous-entends, c'est quoi les services écosystémiques en milieu humide. Puis quand on en crée un, il faut être capable de mesurer l'efficacité à long terme. Souvent, on va faire un beau milieu humide, on va mesurer 2-3 premières années, puis après on l'oublie, puis on s'aperçoit, si on revient dans 15-20 ans, qu'il est loin de rendre les mêmes processus qu'on trouve dans un milieu naturel. Fait il y a toute une recherche à faire là-dessus, 100%. Ça c'est certain, mais dans tous les cas, il faut essayer de dire on va augmenter la science pour en créer plus, comme ça on va pouvoir en détruire des milieux naturels. Non, il faut essayer tout d'abord de garder le plus possible tout ce qu'on a. Puis si on peut effectivement créer des beaux écosystèmes fonctionnels, tant mieux, mais il faut d'abord protéger ce qu'on a. Donc on n'a pas les connaissances encore pour vraiment... on peut prendre celui-là, le déménager, entre guillemets. Non, absolument puis pas. Offrir le même... C'est la stochasticité de la vie. S'il y a des aléas qu'on ne peut pas prédire, d'interactions qu'on ne peut pas encore mesurer ou on ne pourra jamais mesurer à un temps donné au développement larvaire de tel insecte ou de tel plant. On peut pas... C'est bien, ça nous rend plus humbles, je pense, de réaliser cette complexité-là. Au même titre que l'humain, on ne peut pas... Non, la nature, ça a pris des centaines de milliers d'années de créer ce milieu. Des erreurs, et c'est ça tout le temps, exact. Donc... Fait que les marais filtrants qu'on crée, nous, pour épurer l'eau, c'est pas du tout... On prétend certainement pas que ça a toutes les qualités d'un milieu naturel. Là. Il est fait spécifiquement pour traiter de l'eau usée. Il apporte des services écosystémiques autres, parce que oui, il va prendre du carbone, oui, il y a certaines faunes qui va venir. Donc, il y a d'autres... Un marais filtrant qui est fait pour filtrer l'eau va nous apporter d'autres services écosystémiques, mais c'est pas l'équivalent d'un milieu naturel. Ça devrait être positif, pas nul, finalement. Non, il faudrait juste qu'on en rajoute. Oui. C'est un bon point. Donc, c'est des petits ajouts.
mais ça ne remplacera jamais Ben non. La nature. Hein. ce qu'on retrouve et ce qu'on malheureusement on détruit peut-être un peu trop. Question d'anthropologue. Certaines autres cultures vont voir les plantes différemment de nous. Vont être plus animistes, vont les voir comme pratiquement comme des esprits humains, comme des êtres avec leur propre agentivité, leur propre capacité d'interagir avec le monde. Vous les côtoyez, comment vous les considérez, ces plantes-là? Est-ce qu'il y aurait des termes que vous dites, c'est notre colocataire, ami? J'ai mon idée, mais j'essaie d'y penser, mon Dieu. Ben, je vais te laisser y penser, moi je vais répondre. Oui, merci, parce que, ça... la relation que j'ai avec la nature et les plantes, c'est sûr que celle dont on parle ici, c'est une relation scientifique, de connaissance, d'application, mais en tant que biologiste, ma ligne a été très droite de développement sur la biologie. Quand j'étais petit, je pense que déjà à l'âge de 4 ans, c'était déjà décidé que j'étais biologiste, parce que j'avais déjà là une fascination pour les animaux, les insectes. Les plantes, c'est venu un peu plus tard. Là. Tu sais, quand t'es petit, c'est tout ce qui bouge, qui fonctionne. Là. Mais pour moi, ça me fascine les plantes, mais je vais au-delà de ça parce que je suis aussi très amateur d'oiseaux. Tout ça. La nature, ça me fascine là, de voir comment ça fonctionne, la beauté des choses, comment c'est complexe. On en découvre tous les jours sur... la nature, sur les comportements. Et donc, pour moi, c'est cette relation-là, au-delà de la science, mais c'est d'abord une relation d'amour de la nature qui m'a amené à la science. Mais cet amour-là, cette fascination bionaturelle, elle existe encore, là, tout à fait. Fait que moi, c'est ça ma relation avec les plantes. Une belle relation. Oui, ben, je suis entièrement d'accord. Je pense que... ironiquement, au début, moi, je voulais plus aller en biologie marine. Donc, à la base, moi, quand j'étais jeune, c'était les baleines. C'était juste ça. Et finalement, en faisant d'autres stages, j'ai réalisé, en allant dans des champs au Mexique, que finalement, j'étais fascinée par le fait que les plantes ne bougent pas, mais qu'elles sont capables de résister à tout. Et j'avais trouvé que c'était fascinant. Donc, je pense que c'est le respect. Je sais pas, il n'y a pas de surnom que j'ai avec mes plantes, quoique j'ai des noms pour mes plantes d'intérieur dans mon bureau. Mais je pense que c'est une notion de profond respect ou de la nature ou de son évolution. Je pense que c'est là. Donc, je vais être honnête, quand on les coupe, les plantes, je ne suis pas en train de faire une cérémonie nécessairement, mais c'est un peu l'idée de sensibiliser finalement à la chance qu'on a. Donc, je pense que c'est vraiment de dire, on a la chance d'avoir accès à cette diversité-là, on a la chance d'avoir accès à cette nourriture-là, tout ça. Donc, tu sais, de le préserver puis d'avoir juste un respect de ces êtres-là, finalement, de ces êtres vivants-là. Donc, on n'est pas dans Avatar, nécessairement. Ben, oui, il y a des connexions, mais oui, la forêt est connectée, mais je pense qu'il y a quand même... Je veux dire, mine de rien, la plante va sentir, puis là, c'est une grosse question de ce qu'elle ressent la douleur, mais il y a quand même un mécanisme. Si, par exemple, un insecte herbivore va venir manger une feuille, il va avoir un mécanisme de volatile, il va avoir des métabolismes qui vont se réactiver pour dire aux autres parties de la plante, attention, ça s'en vient, ou on fait sortir nos toxines pour pas que ça soit bon, pour repousser l'insecte, par exemple, ravageur. Donc, il y a quand même une sensibilité, il y a quand même une réponse qui se fait de la plante face à... Une communication. Une communication entre plantes aussi, exactement, des volatiles qui vont être sentis. Les recherches dans les dernières années ont été poussées, surtout entre les arbres, de comment ils communiquent entre elles pour s'entraider. Les racines, souvent. Communauté de champignons. Les champignons, ça c'est... Je rentre pas. Ça, c'est un autre domaine d'expertise. Pour inviter deux spécialistes, parce que c'est un monde à part. Oui, je sais pas si on vous a inclus les champignons dans votre laboratoire. J'ai déjà fait des travaux avec certains collègues. Ça, c'est l'intérêt de faire ça sur les marais filtrants, la phytorémédiation, c'est que veut pas... Il y a tout, là. Il y a tout là-dedans. Il y a le sol, il y a des côtés d'ingénierie, parce que c'est de l'eau usée. Le domaine de traitement de l'eau, c'est des ingénieurs, microbiologie. Mais il peut y avoir aussi... Dans les marais filtrants, on ne trouve pas beaucoup de mycorhizes parce que c'est un milieu qui est très riche. Les mycorhizes sont souvent avantageux dans les milieux qui sont un peu plus pauvres. Mais en phytorémédiation des sols, ben là, ça peut être très avantageux d'avoir des mycorhizes. Donc, oui, des champignons peuvent jouer un rôle dans la phytotechnologie, certaines phytotechnologies, certainement. Oui.
Dans le choix de l'espèce pour la phytorémédiation, est-ce que ça rentre en compte? On en est, dans ce que je connais, on en est surtout à essayer de mesurer, voir quel est l'avantage, par exemple, d'avoir des mycorhizes. Ensemble, oui, OK. Plus-value, là. Exactement. Finalement. Donc, on peut comparer dans des mésocosmes qui sont mycorhizés ou d'autres qui ne le sont pas. OK. Quel est par exemple, est-ce qu'un système va être plus avantageux à tirer certains métaux lourds, par exemple? Super. Est-ce que tu es encore intéressé aux baleines? Oui. oui. J'avais cette question-là quand tu parlais des baleines. Oui, non, je le suis encore. Oui. Je pense que c'est juste les questions. Honnêtement, j'ai fait quand même la recherche sur du comportemental. Donc après, j'ai travaillé sur les crabes violonistes. Donc des crabes qu'on utilise au Panama comme indicateur de changement climatique au niveau de la température de l'eau change la manière comment ils vont faire leur trou et comment ils vont libérer les larves, etc. Donc, mais ce qui pas qui me dérangeait, mais ce qui me chicotait à chaque fois, c'était « OK, mais c'est le fun, je vois le phénotype, je vois le comportement, mais comment ça marche? Pourquoi? » Donc, c'est tout le temps de se dire, je voulais rentrer à l'intérieur pour pouvoir comprendre, puis les plantes m'avaient fasciné. Donc, à un moment donné, ça a comme fait un peu une réconciliation, mais on perd jamais notre premier amour. Donc, peut-être les insectes, c'est moi, peut-être c'était les insectes, c'est les papillons. Je pense que c'est une curiosité. On parlait de fascination. Je pense que la curiosité, même en tant que chercheur, elle est là. Donc, ça s'élargit. Les plantes, c'est un domaine qui va jamais finir. Puis je pense que je vais jamais prétendre tout connaître, mais après, ça s'étend justement parce qu'il y a des relations insectes, champignons, autres. Et voilà. Oui, c'est infiniment complexe. Là, si je me tourne vers Carl, ça fait bien environ 1 heure que nous discutons. Oui, exactement, on arrive à l'heure. OK. Parfait. Je vais vous lancer sur une dernière question pour clore. Vos recherches se touchent et si on devait brainstormer 2-3 minutes, si vous deviez partir un projet de recherche ensemble, quels pourraient être les liens communs et ça pourrait être quoi le sujet? Moi, j'en ai un pour toi, si tu veux. Parce que j'ai même écrit dans un article que si on veut améliorer les marais filtrants, oui, il faut sélectionner les bonnes espèces, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a moyen de développer des super espèces? Des espèces qui, génétiquement, comme tes riz, seraient spécialisées à l'épuration de l'eau? Oui, un projet mais moi, je parte. Honnêtement, dans la mesure où on peut aller, si on a accès à aux séquences, finalement, des génomes de ces espèces-là, où on peut les séquencer. Donc, s'il y a des espèces... ça peut avoir, je ne sais pas, la camerise est-ce que la camerise est utilisée en phytorémédiation? Non, ça prend plutôt des espèces à croissance rapide. À croissance rapide. L'amarante, peut-être? Non, même pas. Pas beaucoup. Je peux voir que l'amarante pourrait être peut-être utilisée. Disons de génome aussi, on a de l'information, je peux aller travailler en bioinfo puis peut-être cibler des régions qu'on pourrait exploiter. On peut faire d'autres choses, les marais filtrants aussi, parce qu'en phytotechnologie, il peut y avoir les toits verts, puis là, il y a des espèces autres fait que sûrement, moi, je pense qu'une des voies d'amélioration des phytotechnologies, donc l'utilisation des plantes pour épurer, c'est peut-être une voie génétique, comme on l'a fait optimiser la sélection, finalement, des espèces, parce que ce que tu observes, c'est beaucoup aussi l'effet total, finalement, ou le phénotype davantage. Donc, si nous, on pouvait collaborer, moi, j'irais peut-être plus dans le génétique, dans le génotype, aller voir où est-ce qu'on peut peut-être voir une variété, puis qu'est-ce qu'on pourrait exploiter pour peut-être augmenter un mécanisme, donc par exemple d'absorption de certains métaux ou de filtration. Voilà, on a notre projet. Et voilà, non, mais... Bon, le CRSH bientôt. On se retrouve l'année prochaine. Non, merci. Comme on voit, on peut collaborer, puis c'est un peu ça, la joie de la science, je pense, c'est pas les chercheurs individuellement, mais c'est tout le réseau derrière. Absolument. Et toutes les collaborations qu'il y a qui amènent finalement la connaissance scientifique. Je vais vous remercier. C'était une excellente discussion. J'en aurais pris plus, mais nous sommes toujours limités par le temps. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de l'invitation. Je suis content qu'on se rencontre. Et à vous, cher public, on se dit au prochain épisode. Merci.